Bienvenue à l'incroyable pensée. Applaudissez quand même, Ah oui. s'il vous plaît. Saurez-vous faire la différence entre un discours scientifique et une pure invention? Face à vous ce soir, deux équipes de chercheurs vont s'affronter pour démêler le vrai du faux. Chaque chercheur à son tour piochera au hasard une carte sur laquelle est inscrite un fait avéré ou une contre-vérité totalement fictive en lien avec son sujet de recherche. Il ou elle défendra ensuite l'idée face à l'équipe adverse. Mais ces propos sont-ils scientifiquement fondés ou racontent-ils n'importe quoi? Ce sera à l'équipe adverse d'en décider. Si elle a vu juste, elle marque un point, sinon c'est l'autre équipe qui le gagne. Vous l'avez compris, l'incroyable pensée est avant tout une joute oratoire. Une lutte rhétorique Une prise de bec. entre quatre brillants chercheurs. Qui sera le plus convaincant? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Mais tout d'abord, quelques présentations. Maude Pérez-Simon, bonsoir. Médiéviste à la Sorbonne Nouvelle, vous avouez avoir choisi ce sujet de recherche parce que vous n'y connaissiez rien. Oui, C'est étrange, c'est ça. expliquez-nous. J'ai fait une prépa littéraire dans laquelle on n'apprenait rien sur le Moyen-Âge. Et ensuite, quand j'ai dû choisir un sujet de master, je me suis dit, mais si je dois passer ma vie sur quelque chose, autant que ce soit quelque chose que je ne connais pas encore. Comme ça, je passerai une vie beaucoup plus intéressante. Et c'est le cas. Maintenant, vous y connaissez beaucoup. Maintenant, ça va mieux, oui. On applaudit Maude Pérez-Simon. Merci. Chris Gledhill. Bonvenon à la Festivalo de Ideoj Parizza. Montantin comme Raphaël. Jacmita. Vous parlez l'espéranto, Oui. comme Aussi. moi. Tout le monde. Vous êtes linguiste à l'Université de Paris, mais jeune, vous traquiez les clients francophones dans les rayons de Marks & Spencer. Je l'avais. Et pourquoi ça? Parce que j'étais fou de la langue française. J'ai toujours été francophile et je voulais être francophone. Donc une manière sûre de trouver des francophones à Manchester dans les années 70, c'était d'aller à Marks & Spencer, dans le rayon des sandwichs triangulaires. Merci beaucoup, Chris Gledhill. Sarah Pickard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne Nouvelle. Travaillez sur notre pays, alors nous sommes trois anglophones ici ce soir. Travailler sur notre pays en ce moment, ça vous fait rire ou pleurer? Ça fait rire ou pleurer, travailler sur notre pays ce soir? Travailler sur la Grande-Bretagne en ce moment, c'est pas très rigolo. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne en ce moment? J'arrive de Bruxelles, voilà, je dis plus rien. Ah, il y a encore des Anglais à Bruxelles. Merci, Sarah Picard. Et pour finir, Anaïs Albert, bonsoir. Vous êtes historienne à l'Université de Paris. Vous vous intéressez à la question de la consommation, mais vous avez été attirée par le métier de chercheuse parce que vous aimiez les fantômes. Oui, tout à fait. J'ai choisi d'être chercheuse en histoire parce que c'était une manière tout à fait rationnelle, légitime, de fréquenter des fantômes finalement, puisque moi je passe ma vie dans les archives à aller chercher des gens qui sont morts depuis très longtemps, sur lesquels je connais rien, et à imaginer absolument leur vie, leur misère, leur joie, leurs peines, leurs contraintes, et finalement, avec évidemment une méthode scientifique, mais je peux tout à fait imaginer historiquement des fantômes. Très bien, merci de l'applaudir très fort. Passons au jeu. Pour lancer cette première manche, ils ne le savent pas encore, c'est à Sarah de jouer en premier. Donc Sarah, vous allez prendre une carte devant vous au hasard et nous lire son contenu. Je tiens 5 minutes, on ne sait pas ce qui est... Non, on ne sait pas, ok. Je lis.
Comme j'ai pu témoigner pendant ma jeunesse, parmi tous les jeunes de l'Union européenne, les jeunes britanniques sont ceux qui boivent le plus d'alcool. Ok, ça paraît Merci. plausible. Mais est-ce vrai ou faux? C'est à vous de poser, à l'équipe adverse, de poser ces questions pour essayer de le deviner. Vous avez 5 minutes pour essayer de tirer le vrai du faux. Ouais. Est-ce que vous avez mené des expériences pour découvrir cela? Moi, je suis scientifique, donc je ne participe pas, j'observe et j'écris. Mais qu'est-ce qu'on Je observe? partage. Qu'est-ce qu'on observe? C'est quoi la méthode scientifique employée là? Il doit y avoir une méthode. Je travaille à partir des entretiens, donc le quantitatif et les statistiques. Je parle de Office for National Statistics, National Health Service et les sondages européens qui font des sondages dans tous les pays. Vous pouvez citer un sondage particulier que vous avez vu? Il y a un sondage, par exemple, qui est fait par l'Union européenne, où il y a d'autres qui ne sont pas des associations comme DrinkAware ou the NHS, mais pour l'Angleterre, c'est l'Office for National Statistics, donc c'est le Bureau national des statistiques. Et les résultats, rapidement? Les résultats ou les chiffres? Donc, ce qui est intéressant, c'est que pendant ma jeunesse, justement, le Royaume-Uni avait le plus gros taux de binge drinking, donc c'est-à-dire boire de l'alcool en grande quantité très vite pour être ivre le plus rapidement possible. Donc c'est pas la même chose qu'à l'alcoolisme, avec le but d'être ivre le plus vite possible. Alors, moi, j'ai pas compris. Je vais pas donner des chiffres là. Pardon, vas-y. Je veux bien les chiffres quand même. Donc au début du XXIe siècle, environ 30% des jeunes dans les sondages, quand on demande est-ce que vous avez bu de l'alcool dans le mois précédent, est-ce que vous avez déjà été ivre, donc parmi les 16-24 ans, c'était 30% des jeunes qui avaient déjà été complètement ivres, par exemple. Et ça allait situer le plus haut, le plus grand taux de l'Union européenne, parmi tous les pays, parmi tous les jeunes. Et quels sont les pays après la Grande-Bretagne? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chiffre a baissé récemment, mais c'était les pays nordiques. Ah, pardon. D'accord. Je croyais que vous cherchiez un verre, non? J'en ai pas, hein, malheureusement. Donc après, c'est les pays nordiques, le Scandinave, notamment Danemark, Norvège, Suède. Et après, ce sont les pays de l'Est. En fait, on divise les pays, l'Union européenne par exemple, par partie. Donc vous avez les pays méditerranéens, où ils ont plutôt tendance à boire régulièrement, mais peu, mais tous les jours, y compris les personnes plus âgées. Après, vous avez l'Europe de l'Est, qui est en deuxième place. Après, vous avez les pays nordiques. Le pays de l'Europe de l'Ouest, c'est le taux le plus bas. Et après, vous avez, on appelle les pays individualistes. Donc, vous avez les Pays-Bas, Suisse, Angleterre, Écosse, Irlande. Est-ce que tu peux nous citer quelques références bibliographiques? Oui, attention à ce jeu-là. Hein. Yes, ça I va can, marcher dans les actually. deux sens. Ah, mais moi, je me dis, Chris, vous avez grandi en Angleterre. Oui. Et donc vous aussi, vous avez pu témoigner de la consommation d'alcool parmi les jeunes britanniques. Oui, j'ai bon gré, mal gré, oui. Oui, on est entraîné. On est en malgré nous de la surconsommation d'alcool. Oui. Et basé sur la réputation des Britanniques, c'est tout à fait plausible de croire qu'aujourd'hui, les jeunes Britanniques sont ceux qui consomment le plus d'alcool en Europe aujourd'hui. Il suffit d'observer dans les grandes villes du Nord, par exemple, qui se remplissent le soir, samedi, vendredi soir, de jeunes personnes qui ont trop bu, effectivement. Effectivement, parce que les pubs font beaucoup de promotions. L'unité d'alcool est beaucoup moins chère. Vous avez aussi dans les supermarchés beaucoup de promotions. Mais vous avez aussi la tradition que les pubs ferment à 11h. Donc ça pousse à la consommation avant la fermeture. Une tradition qui remonte des siècles, quand la bière était moins chère que l'eau, par exemple. Mais vous avez aussi la pression des pairs. Vous
Vous avez aussi le preloading pour boire avant de sortir. Des siècles, des siècles. Oui, par exemple, le Gin Lane, par exemple, les tableaux, les etchings, etc., Trois où on voit les... Pas des siècles et des siècles, mais 3 siècles. Donc, une longue tradition de consommation d'alcool en Britannique, ça, on en est sûr. Mais la question aujourd'hui est celle-ci. Les jeunes Britanniques sont-ils ceux qui boivent, qui consomment le plus d'alcool en Europe aujourd'hui? Il faut une réponse à la question. Est-ce vrai? On a entendu beaucoup parler de sondages, on a entendu beaucoup parler de lieux de consommation, mais est-ce vrai ou faux? Je crois qu'on est d'accord, non? Je pense que c'est faux. Toi, tu penses que c'est faux? On pense que c'est vrai, mais tout ce qui est raconté est faux. Non, moi, en quelque sorte. C'est légèrement flou. Non, moi, je pense que c'est Scientifiquement, faux. ça ne tient pas tout à fait. Il suffit de répondre à la question. Est-ce qu'on est obligé d'être d'accord en tant qu'équipe? Est-ce que les Britanniques sont ceux qui boivent le plus d'alcool? Oui ou non? Il y a un jeu de stratégie en face là, qui C'est nous ce qu'on a appelle complètement l'entente cordiale. dérouté. Ouais, entre les Français et les Britanniques, là aussi il y a une longue tradition. Bon, C'est faux alors, c'est faux. Bah, toi, tu dis que c'est vrai. Comment faire entre-temps? On n'est pas d'accord. Je me plie. Je me plie. Moi je pense que c'est vrai. On va dire. Alors, l'équipe de Chris et Maud disent que c'est vrai que les jeunes Britanniques sont ceux qui consomment le plus d'alcool en Europe aujourd'hui. Sarah, est-ce vrai ou est-ce faux? C'est faux. Parce que tout ce que j'ai dit est vrai, sauf que depuis 10 ans, il y a eu une chute libre de la consommation d'alcool chez les jeunes en Danemark et au Royaume-Uni. Et maintenant, ce sont des pays de l'Est, comme la Croatie, la Bulgarie, la Roumanie, Malte aussi. Donc on vient en deuxième place, mais il y a une chute libre. Ben voilà, un cliché qu'on vrai. on peut retirer de notre carnet de stéréotypes. Les jeunes Britanniques ne sont pas ceux en Europe qui consomment le plus d'alcool. Merci beaucoup pour cette première manche. Donc, un point pour l'équipe de Anaïs et Sarah. Et c'est maintenant à l'autre équipe de prendre la parole. C'est à Chris Gredil de jouer. Chris, vous pouvez piocher une des deux cartes qui sont devant vous. Pardon. Je participe à un projet international intitulé Hapax Logomania, où j'introduis des néologismes totalement fictifs dans des annonces publicitaires. Vous m'avez entendu? Donc, je répète. Non? Chris participe à un projet international intitulé Hapax Logomania, où il introduit des néologismes totalement fictifs dans des annonces publicitaires. Mais quel serait le but de ce projet de recherche? Quel Quel est est le but de ce projet de recherche? L'objectif est très clair, c'est de découvrir de mesurer le temps qu'il faut pour qu'un néologisme, un Hapax Legomena, c'est le terme Hapax Logomania, c'est un jeu de mots. Hein. Hapax Legomena, c'est le terme qu'on utilise pour un mot qui est employé une seule fois et une seule fois uniquement, une seule attestation. Alors à partir de ce moment-là, si le mot est repris dans la langue et dans le discours plus général, ça prend du temps. Ça peut prendre des semaines, ce serait extraordinairement rapide, ou ça peut prendre un peu plus longtemps que cela. Donc l'objectif est de découvrir, de déterminer le temps qu'il faut pour qu'un néologisme soit plus ancré dans la langue. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de néologismes, s'il te plaît? De néologisme. Des exemples que tu emploies dans tes recherches? Alors, je ne peux pas donner d'exemple de néologisme que nous utilisons dans le projet parce que ça fausserait nos résultats, bien évidemment. Mais donnez-nous un exemple de... Ça aurait pu être. Oui, tout à fait. Par exemple, logomania. Logomania, par exemple, n'existait pas avant la formulation de ce mot, avant la création de ce projet. Donc le mot logomania, qui est un jeu de mots basé sur legomania, qui est apparemment
un phénomène ludique assez connu chez les tout-petits, et légomena, qui est un terme grec. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, on retient quand même que tu ne peux pas donner d'exemples réels et concrets, puisque c'est un projet secret. Logomania, je répète, logomania est un néologisme. Alors un néologisme, c'est un terme qui n'existait pas avant sa création, et on peut dater, effectivement, on peut trouver le moment, on peut souvent trouver la première attestation. Alors souvent, bien sûr, l'origine des mots est perdue dans le, vous savez, dans le temps. Mais certains mots, beaucoup de mots d'ailleurs, sont trouvables. On peut effectivement trouver la première attestation, même si le mot était utilisé dans le contexte, dans le discours général. Si on trouve la première attestation, que ce soit par exemple chez Dickens, par exemple, Shakespeare, on trouvera la première fois l'utilisation de tel ou tel mot. Alors à partir de ce moment-là, on a une date et ce qu'on appelle une première attestation. Alors, je prends... alors, les exemples m'échappent là, bizarrement. C'est le stress. Et dernière question, on a le temps ? Oui, vous avez le temps de dernière question. Du coup, comment vous mesurez dans ce projet de recherche l'apparition, si c'est actuellement ce projet de recherche, comment vous mesurez là l'apparition, la diffusion de ces néologismes que vous avez lancés? Donc on peut par exemple faire apparaître le mot dans une publicité pour un poste. Par exemple, on prend un journal de grande diffusion, on fait publier une annonce qui est en fait fausse, et on utilise le mot dans un contexte normal, par exemple un nouveau type de métier. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Et puis ensuite, on verra. Il faut du temps pour cela. C'est un projet de recherche à long terme. Ça ne va pas se faire dans quelques semaines. Ce serait très difficile. On utilise des systèmes de veille automatiques qui peuvent voir si le terme est utilisé, si le mot est utilisé dans les médias sociaux, etc. C'est quand même très détaillé, confidentiel. Est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que ça vous a inspiré, Sarah et Alice? On n'est pas d'accord. Vous pensez que c'est faux? Vous pensez que ça raconte n'importe quoi? Moi, je pense que c'est faux. Sarah pense que c'est plutôt vrai. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. La langue évolue, et la langue évolue grâce aux inventions linguistiques, sémantiques. Voilà, c'est comme ça que voilà, c'est le message de l'espéranto, effectivement. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? On dit que c'est vrai. Alors, Chris, est-ce que c'est vrai cette histoire? C'est totalement faux, mais je réclame le copyright du mot logomania à partir de ce soir. On va voir. Vous applaudir. C'est donc l'équipe de Maud et Chris qui remporte un point. Bravo, vous pouvez les applaudir tous les deux. Alors, c'est pas très compliqué, mais je regarde quand même ma tablette électronique et je vois qu'il y a un point partout. On est à la moitié du jeu et maintenant c'est au tour de Maud Pérez-Simon de tirer une carte. Il existe des sons enregistrés datant du Moyen-Âge. Donc, au Moyen-Âge, on réussissait à enregistrer les sons. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah et Alice? Quel genre de son, par exemple? Alors, les seuls sons qu'on arrivait à enregistrer, c'était les sons qui avaient une grande capacité vibratoire, c'est-à-dire principalement les chants polyphoniques et les chants grégoriens. C'est très limité, mais... Et avec quel type d'appareil ils étaient, enfin, comment ces sons sont parvenus jusqu'à nous? Alors, ils ne nous sont pas parvenus, malheureusement, mais on a des témoignages dans des manuscrits. Et ces manuscrits décrivent assez sommairement, mais quand même, ils écrivent le matériel qu'on utilisait. Et on a réussi à distinguer deux techniques pour enregistrer les sons, d'après le matériel qu'ils disaient utiliser. Une première technique, ce serait du mercure qu'on met dans une fiole
en verre et dans laquelle il y aurait une sonde. Et l'autre technique, ce serait un petit pendentif en bronze en fait, puisqu'on sait que le bronze permet d'enregistrer la vibration. On s'en servait déjà en Chine ancienne pour décrypter les séismes, les premiers mouvements des séismes. Voilà. Comment tu sais tout ça? Comment tu sais Donc on a différents types de manuscrits. Un des premiers manuscrits, c'est un manuscrit de chroniques allemandes qui a été rédigé à la cour de Frédéric II Hohenstaufen. Et À tes souhaits. merci. C'était quand même un empereur germanique, un roi de Sicile. C'était un grand monsieur très intéressé par les sciences. Bon, qui parfois faisait des sciences au détriment de l'être humain, mais l'important c'est l'esprit scientifique. Et en fait, une grande partie des connaissances arabes a transité par sa cour, les connaissances des automates, etc. Donc dans les chroniques allemandes, on explique le matériel qu'on utilisait. J'ai pas fini d'expliquer non plus, mais en fait, on pense que la vibration passait par un crin de cheval et actionnait un stylet qui écrivait sur un rouleau sur lequel il y avait un parchemin qui était enduit de fumée, de noir de fumée. Voilà. Et à quoi ça servait aux gens de l'époque médiévale d'enregistrer ces sons? Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Alors, c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'on ne pouvait pas les réécouter, mais c'est un inconvénient aussi qui existait avec le premier phonographe qui a été inventé au 19e siècle, dont on ne pouvait pas non plus écouter les sons, et dont les sons n'ont été reconstitués que très récemment finalement. Donc ce qui importait au Moyen-Âge, c'était déjà de voir visuellement la courbe qui permettait de suivre l'intonation des voix en fait. Mais ce n'est pas un enregistrement, c'est une courbe de voir les vibrations, mais ce n'est pas gardé pour toujours. Bah si, parce que cette courbe était gardée. Bon, nous on l'a pas gardée parce que c'était du parchemin, mais c'est une forme d'enregistrement. C'est la trace, c'est la courbe, mais c'est pas un enregistrement en soi. Ça trace le son, mais pas le son en soi. Bah, c'est un enregistrement... C'est pas un MP3. C'est pas un MP3. Je crois que C'est pas une cassette magnétique. Je pense qu'on peut conclure que le MP3 ne date pas du Moyen-Âge. Disons que c'est ce qu'on peut faire de mieux en matière d'enregistrement de son et de garder la trace d'un son. Alors, le verdict. Existe-t-il des sons enregistrés datant du Moyen-Âge? Alors on pense que c'est faux. Vous pensez que c'est faux? Alors, chère Maud, est-ce vrai ou est-ce faux? C'est faux. Eh oui, c'est faux, évidemment. La cassette audio, aujourd'hui, elle est ancienne, mais elle date pas du Moyen-Âge, ça c'est sûr. Merci et bravo d'avoir décelé cette contre-vérité. Vous remportez un point. Et c'est enfin à Anaïs Albert de tirer une carte au hasard. Alors, à la belle époque, donc à la fin du 19e siècle, il est impossible pour une ouvrière parisienne de posséder un piano en palissandre. Je vais répéter, à la belle époque, il est impossible pour une ouvrière de posséder un piano en palissandre. Est-ce un mensonge ou une vérité? Maud, Chris, à vous de poser des questions. Que veut-on dire par palissandre? Alors, le palissandre, c'est un des bois, à l'époque, les plus chers du marché. Donc, ça fait d'un piano, les pianos en palissandre, c'est les pianos vraiment les plus luxueux qui existent sur le marché des pianos à la belle époque à Paris. Et qui gagne à formuler ce genre d'interdiction? Pardon? Qui gagne? Alors, ce n'est pas une interdiction, je dis que c'est impossible culturellement, économiquement. Il n'y a pas de loi sanctuaire, il n'y a pas de loi qui interdirait ça. Et par contre, c'est vraiment impossible à la fois culturellement et économiquement. Culturellement parce que d'abord la pratique du piano est vraiment une pratique bourgeoise, des femmes de la bourgeoisie, hein, effectivement,
dont ça fait partie de l'éducation des jeunes filles dans la bourgeoisie. Il y a des tableaux de Renoir qui montrent ça très bien, des romans de Jane Austen, de Charlotte Brontë, bon, tous ces défis de femmes au piano, hein, ces luttes à fleuret moucheté au piano. Donc culturellement, ça fait partie des attributs de la bourgeoisie. Économiquement, un piano en palissandre, ça vaut entre 1000 et 2000 francs à la belle époque. Pour vous donner un point de comparaison, les salaires ouvriers pour un homme, c'est entre 5 et 10 francs par jour. Et pour une femme, c'est moitié moins. Donc entre 5 francs et 1 franc et demi à peu près. Est-ce qu'il y a une raison technique? Est-ce qu'il y a une raison technique pour cela aussi? Il n'est pas possible, techniquement, est-ce qu'il est possible de créer un piano avec ce matériau-là? Ah, est-ce qu'il existe vraiment des pianos en palissandre? Oui, il existe des pianos en palissandre. Hein. C'est un plaquage sur le bois du piano qui tend à les rendre plus luxueux, plus beaux. Avec, bon, les touches sont généralement en ivoire aussi sur ce genre de piano. Et est-ce que les ouvrières pouvaient posséder un piano dans une autre matière? Alors, je pense que les ouvrières ne peuvent pas posséder de piano. Alors effectivement, le piano en palissandre, on va dire que c'est le plus cher existant encore. Enfin, le piano à queue en palissandre, on va dire c'est vraiment le plus haut du marché. Mais même un piano de base, un piano qui ne serait pas en palissandre, hein, on va dire qu'il coûte au minimum 200 francs, ce qui est extrêmement cher, hein, ce qui est 1 an de loyer à Paris. Pour vous donner une idée, le piano le moins cher du marché, c'est 1 an de loyer d'un appartement ouvrier classique. Qu'est-ce qu'on a comme témoignage de ce que possédaient les ouvrières? Alors, moi dans ma thèse, j'ai travaillé sur une source qui s'appelle les scellés après décès. Donc c'est un moment où les juges se rendent au domicile parce que la personne vient de décéder sans héritier. Et du coup, pour sauvegarder les meubles, hein, pour éviter qu'il y ait du vol, le juge vient et décrit la totalité du logement. Et c'est sur ce type de source que j'ai travaillé pour essayer de décrire un petit peu les intérieurs des ouvriers, des classes populaires parisiennes à la belle époque. Le temps d'échange touche à sa fin. Est-ce qu'elle vous a convaincu? Quel est votre verdict? On pense que c'est vrai, mais... Que c'est vrai? Eh bien non, c'est faux. Bravo. Alors, bravo. Ça n'est pas, je tiens à préciser que ça n'est pas impossible, mais c'est très improbable. Mais c'est faux, puisque dans ces fameux scellés, je suis tombée sur une ouvrière, lingère, qui possédait un piano en palissandre. D'où ce qui m'a suscité cette idée, ce qui montre bien hein, que le label social ne dit pas tout de tous les possibles d'une vie ou d'une biographie. Voilà. Bravo à vous deux, vous remportez ce dernier point. Je vous applaudis. Nous arrivons donc à la fin de ce jeu inédit que nous testons avec vous pour la première fois ce soir. Et l'équipe qui a su le mieux penser l'incroyable, c'est... Sarah et Anaïs. Bravo. 3 points contre 1. Et bravo à nos 4 chercheurs qui ont joué le jeu avec nous. Et rappelez-vous de ne pas toujours croire l'incroyable. Applaudissements, merci beaucoup.